mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce petit déjeuner conférence sur la Caisse et l'économie du Québec. Je me présente, Mara Bereshi, présidente de la section de Montréal de l'Association des économistes québécois, et je serai votre maître de cérémonie ce matin. J'aimerais en premier lieu remercier les collaborateurs de l'ASDEC Montréal dans le cadre de cette activité, soit l'Association des femmes en finance du Québec, CFA Montréal et Finance Montréal. Comme vous le savez sans doute, cette année, la Caisse célèbre ses 50 années d'existence. Elle a eu une croissance remarquable. Elle fait partie aujourd'hui d'un des plus importants gestionnaires de fonds au monde et représente un pilier de notre économie. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir M. Michael Sebia, président et chef de la direction de la Caisse des dépôts et placements du Québec, nous faire part de sa vision, de nous expliquer l'évolution de la Caisse et du rôle majeur qu'elle joue et qu'elle continuera à jouer dans notre économie. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les invités qui composent notre table d'honneur. Je demanderai à nos invités de se lever à l'appel de leur nom et à vous tous de réserver vos applaudissements jusqu'à la toute fin de la présentation. À la gauche de votre conférencier, associé KPMG Sécor, M. Daniel Denis. Vice-président principal développement de l'entreprise et investissement stratégique CGI, M. Claude Séguin. Président directeur général Institut de développement urbain du Québec et président du comité des politiques publiques de l'ASDEC, M. Mario Lefebvre. Présidente du conseil d'administration Association des femmes en finance du Québec, Mme Dana Hades-Landy. Vice-président directeur et chef stratège économique Adenda Capital, M. Benoît Durocher. Présidente CFA Montréal, Mme Sophie Palmer. Directeur général Finance Montréal et Centre financier international de Montréal, M. Mario Albert. Et votre conférencier, président et chef de la direction Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Michael Sebia. Mesdames et messieurs, votre table d'honneur. J'inviterai maintenant M. Daniel Denis, associé KPMG Sécor, vous dire quelques mots d'introduction et animer la discussion avec M. Michael Sebia. Merci. Merci, Mara. C'est une très grande opportunité, en fait, qui m'est offerte par l'ASDEC. J'en remercie. Vous savez, des fois, il y a des hasards de la vie qui vous font rencontrer des gens, puis ça vous reste à vie. J'ai eu, dans le fond, ce hasard-là avec Michael Sebia, que j'ai rencontré à 3 occasions, au moment où il venait tout juste de rentrer dans des nouvelles fonctions dans 3 organisations différentes. Ça faisait seulement, dans certains cas, quelques semaines, au plus quelques mois qu'il venait d'entrer. Et j'étais avec, évidemment, des experts qui venaient lui expliquer ce qu'il devait faire. Mais juste à ces questions, toujours très pertinentes, on comprenait qu'il en connaissait déjà pas mal plus que les gens qui venaient rencontrer. Et Michael Sebia, c'est ça, c'est beaucoup des questions extrêmement pertinentes qui fait valoir d'une certaine façon la richesse de son savoir. Là, aujourd'hui, vous n'aurez pas des questions aussi pertinentes parce qu'ils vont venir de ma part, mais je suis sûr que vous allez avoir des réponses qui sont tout aussi pertinentes et riches dans le fond de son expérience. Une expérience, dans le fond, qui a été marquée peut-être en 4 grands temps en termes de sa carrière, mais qui commence par une formation, et pour ceux qui l'ignorent, en économie et en politique, d'abord. Donc oui, une formation d'économiste, Université de Toronto, Université de Yale, et ensuite, 4 moments d'à peu près 10 ans, et comme Mara, tu dis, depuis 2009, donc 6 ans à la 15, on devrait avoir encore Michael pour une couple d'années à la 15, mais 4 périodes d'à peu près 10 ans. Une première dans la haute fonction publique fédérale. Et parmi les multiples dossiers qu'il a traités, un d'actualité encore aujourd'hui, particulièrement au Québec, la TPS. Je suis d'avis qu'il y a des bonnes taxes. C'en est une bonne taxe, toujours difficile à vendre. En fait, il faut qu'il y ait des taxes parce qu'il faut que l'État ait des revenus. Et la TPS, la TVQ, les taxes à la consommation sont sûrement des bonnes taxes. Mais Michael se rappellera sûrement comment c'est difficile, et il pourra en parler à notre ministre des Finances actuel ou aux membres de la commission de debout, comment c'est difficile de faire accepter des hausses de TPS ou des hausses de TVQ.
Un deuxième moment où là, dans le fond, il adopte Montréal à Océan. Océan a un moment quand même marquant. Il faut voir que l'Océan, à ce moment-là, une société d'État va être privatisée. Et Michael et l'équipe à l'époque du CN fait une transformation de cette organisation-là qui est phénoménale et qui a donné, dans le fond, le succès qu'on connaît aujourd'hui en termes d'organisation, qui fait le bonheur de tous les investisseurs, incluant, je présume, la Caisse, avec une société, dans le fond, qui est un joyau, un joyau pour tous les investisseurs encore aujourd'hui et au fil des nombreuses années, dans le fond, de sa privatisation. Ensuite, la Bell, BCE pour prendre les termes, où là, ça a été principalement, je dirais, de recentrer Bell et qui a mené graduellement à la relance qu'on connaît aujourd'hui de Bell, mais de recentrer Bell sur une mission principale et, dans le fond, de colmater certaines brèches à l'époque par rapport à une diversification qui n'avait pas nécessairement réussi dans des domaines qui étaient peut-être pas suffisamment core pour l'organisation. Et enfin, à la Caisse de dépôt, depuis 2009, comme on disait, en tant que président-directeur général. Donc, je vous demande d'accueillir Michael et Michael de vous joindre à nous en avant ici. Merci. Est-ce que nous avons besoin des micros? Oui? Non? Oui? OK. J'explique un peu le fonctionnement. Dans le fond, il y a une conversation ici qu'on va avoir, mais on va vous laisser l'occasion dans la salle de poser quelques questions. 3 thèmes qu'on va couvrir. Un premier qui est évidemment la Caisse. Un deuxième qui est l'économie du Québec et peut-être garder un petit moment quand même sur Michael, l'individu, à la fois comme dirigeant d'entreprise et comme économiste. Ça vous va, M. Célia? Déjà une question, vous êtes toujours prêt. Donc, commençons par la Caisse. 50 ans cette année, hein, 1900, c'est un demi-siècle d'existence, la Caisse. Une idée à la base qui était pas nécessairement farfelue, mais quand même une innovation du ministre de l'époque, Le Sage, du défunt M. Parizeau, et qui, au fil des ans, est devenue, comme disait Mara en introduction, une des plus importantes institutions financières au Canada. Donc, peut-être dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous, quels ont été, selon vous, les éléments marquants de cette évolution-là, les 50 dernières années, les grandes réalisations de la Caisse? Daniel, je pense que vous avez déjà fait référence à une des réalisations franchement spectaculaires, selon moi. Pardon, et ça, c'est la création de cette institution. Selon moi, comme en tant qu'ancien fonctionnaire, je respecte énormément la créativité et l'esprit d'innovation de Le Sage et de Parizeau et des autres fondateurs de cette institution, parce que aujourd'hui, nous avons dans le monde actuel pas mal d'institutions qui sont plus ou moins comparables à la Caisse de dépôt, mais il y a 50 ans, une telle institution n'existe pas dans le monde. Donc, juste l'idée, l'inspiration de créer une telle institution, pour moi, ça représente une réalisation assez incroyable, impressionnante. Et juste, prenez 30 secondes pour penser aux années 50. 60. Ici au Québec, avec la Révolution tranquille, mais également au gouvernement fédéral, avec la création de Medicare, le Canada Pension Plan. Donc, une période du temps incroyable, absolument incroyable, qui a beaucoup changé le Québec énormément. Le Québec également a beaucoup changé le Canada. Donc, une période fascinante. Donc, ça, c'est une chose. Beaucoup d'autres choses. Je pense que la Caisse, depuis des années, la Caisse joue un rôle important, surtout peut-être il y a 40, 30, 20 ans, a joué un rôle important et contribué de façon importante au développement d'une classe financière québécoise. Et dans un certain sens, tous les invités ce matin, vous êtes le résultat de
certaine mesure, le développement de cette classe financière. Et je pense que la Caisse a joué un rôle très important là-dessus. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, juste là, c'est assez remarquable, hein, parce qu'il y a 50 ans, la Caisse, dans le fond, était un acheteur des obligations du Québec. Et maintenant, la Caisse a passé d'un acheteur d'obligations du Québec à une institution financière avec l'expertise de faire des investissements plus ou moins dans n'importe quelle classe d'actifs et n'importe où dans le monde. Plus ou moins, j'exagère un peu. Mais cette transition, ce développement est une évolution, selon moi, impressionnante. Et je dis ça parce que ce n'est pas le résultat de mon travail. Mais je pense que cette institution a fait une évolution, un développement remarquable. Donc ça, c'est un autre. Selon moi, dites-moi de shut up au niveau ministre. Parce que je suis très envie de passer à d'autres questions, mais I'll just keep talking for donc, une autre chose, la décision en quoi, 1990, je crois, oui, 90, d'acheter Ivanhoe de Steinberg, comme un point de départ, un pilier du développement de notre expertise en immobilier et l'acquisition subséquente, je pense 2 ans plus tard, Ivanhoe a acheté Cambridge pour créer Ivanhoe Cambridge et maintenant nos opérations, le portefeuille immeuble de la Caisse Ivanhoe Cambridge, ça représente, je pense, c'est un des 10 des plus importantes sociétés immobilières dans le monde. Donc ça, c'est une chose importante. Une autre moment marquant, selon moi, dans le développement de notre organisation. D'autres choses? Donc, beaucoup, dans le fond, d'aller dans des nouveaux modes d'investissement. Puis à cet égard-là, juste une anecdote, dernièrement, il y a des gens qui demandaient où il y avait un questionnaire sur ce qu'on appelait des questions de l'art, puis il y avait plusieurs personnes qui s'étaient adressées à la Lugana pour dire comment on pourrait investir dans la Caisse. Je pense que c'est déjà un bon signal, parce qu'à une époque, ça peut-être pas toujours été ça, mais dans le fond, et dans le fond, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, ils sont tous déjà actionnaires de la Caisse, puis des fois à plus d'un titre, parce qu'ils ne sont pas juste au niveau de leur régime de pension, mais aussi des fois en tant que travailleur ou étant couvert par la CSST. Mais parlons-en justement de cette évolution-là des investissements. Dans le fond, le rendement, parce que dans le fond, c'est fiduciaire, gestionnaire de fonds de plusieurs groupes qui souhaitent tous un rendement le plus élevé possible. On est dans un contexte aujourd'hui, on le sait, avec des taux d'intérêt qui ont été, je dirais, obstinément et probablement anormalement bas. Mais là, anormal, je pense que ça devient une nouvelle normalité. Oui, exactement. Mais avec des taux d'intérêt extrêmement bas, avec pendant plusieurs années, je dirais, une certaine stabilité, mais là, avec depuis quelques mois, beaucoup plus grande instabilité, particulièrement au niveau des devises. Dans cette perspective-là, si on regarde plus devant, c'est quoi les grands défis, les grands enjeux de la Caisse pour les prochaines années? Ouais. Il y en a plusieurs. Donc, 50 ou même 60 000 pieds, il y en a 2. Premièrement, toute la question de la modélisation de notre organisation. Et quand j'utilise le mot mondialisation, oui, évidemment, je parle de l'importance de notre présence, disons, aux pays émergents, avec un bureau au Mexique, une présence au Brésil, en Australie, en Chine, en Inde, en Europe. Mais je parle d'un autre sens du mot, parce que un de nos enjeux, un de nos défis est de changer, de faire évoluer la culture de l'organisation.
de créer une organisation qui pense constamment en termes mondiaux, qui pense constamment, oui, évidemment, de notre présence ici au Québec, mais dans nos esprits, dans notre esprit collectif, dans l'organisation, de créer une organisation qui pense constamment qu'est-ce qui se passe dans le monde. Pas juste qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe au Canada, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde. Où sont les meilleures occasions d'investissement? Où sont les meilleurs, comment trouver les meilleurs partenaires à travers le monde? Donc, un défi, un défi franchement fascinant, et le développement d'une organisation qui est dans le fond, dans toutes les attitudes de l'organisation, est une organisation mondiale. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, un autre enjeu, un autre défi, selon moi, fascinant, c'est la question de comment créer une organisation qui met l'accent constamment sur l'innovation, qui est ouvert aux nouvelles idées, mais en même temps est capable d'innover, mais de façon prudente. Parce qu'il faut mettre les deux ensemble. Et ça, c'est difficile. Parce que ce n'est pas juste une question de, comme ils ont dit en Chine il y a maintenant 30 ans, 35 ans, let 100 flowers bloom. C'est pas si simple. Il faut innover, il faut faire mieux, il faut trouver des nouvelles idées. Et je pense en termes quand je parle de nouvelles idées, je parle des nouvelles occasions d'investissement. Mais comment le faire de façon rigoureuse et prudente? Donc ça, c'est un autre défi important. Nous avons, je pense que c'est assez bien connu maintenant, nous avons lancé beaucoup de travail sur la question d'infrastructure. Ici au Québec, mais également dans le monde, nous avons annoncé un partenariat très intéressant au Mexique il y a quelques semaines. Et donc, le développement, et notre idée est de bâtir une filiale qui est très petite aujourd'hui, mais avec le potentiel de devenir un autre Ivanhoe Cambridge, mais dans le domaine d'infrastructure. Donc ça représente un autre défi, mais selon moi une occasion fascinante. Nous avons beaucoup de défis, donc je vais juste continuer. Le premier parce qu'il est probablement aussi très d'actualité pour la plupart des entreprises québécoises. On viendra peut-être à l'économie du Québec, mais la mondialisation. La capacité ou la facilité de développer une grande entreprise internationale à partir de Montréal et du Québec. Comment on s'y prend ou comment la Caisse a réussi ou continue de chercher à le faire? Vous parlez de la mondialisation de notre institution ou notre façon d'aider la mondialisation d'autres? Votre façon à vous, donc okay. Comme organisation, donc de se mondialiser, comme vous dites, c'est d'être branché sur tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous avez parlé des bureaux à l'extérieur, mais il y a aussi l'organisation à l'interne, comment on développe cette capacité-là, ces réflexes-là? C'est une bonne question. Très bonne question. Évidemment, ça commence, mais c'est juste le début, ça commence avec une présence plus importante à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada. Donc, nous avons décidé d'ouvrir les bureaux au Mexique, à Londres, en Inde, en Australie. Nous avons déjà un petit bureau en Chine. Je pense que nous allons, dans le temps, nous allons augmenter notre présence en Chine, dans plusieurs pays. Et ça, c'est juste une question,
ça, c'est une façon de répondre à la question en termes physiques. Ceci étant dit, ces bureaux nous donnent une occasion intéressante, et ça, c'est d'engager les gens qui viennent du Mexique, par exemple, ou qui viennent de l'Inde. Et donc, la présence de ces membres de notre équipe qui viennent d'autre part, qui ne sont pas canadiens, qui ne sont pas québécois ou québécoises, ça change la culture étape par étape, avec leur présence, avec leur expertise. De plus en plus, nous avons une règle. Dans un pays émergent, c'est très malade, et nous allons, dans le fond, refuser de faire des investissements, par exemple au Mexique ou en Inde ou au Brésil, nous-mêmes. Mais notre préférence forte est de toujours faire des investissements avec les partenaires locaux. Donc, avec les gens qui viennent de certains pays qui travaillent pour nous, et de profiter de leur expertise pour identifier les meilleurs partenaires et de faire affaire avec ces partenaires et de faire des investissements au début peut-être avec des investissements peut-être un peu petits, mais étape par étape de faire des choses plus importantes. Et donc, je pense que ça c'est vraiment une stratégie étapiste parce qu'on ne peut pas changer la mentalité d'une organisation comme ça. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est nécessairement graduel. Donc ça, c'est une autre façon de faire la même chose, un autre élément. Et de changer notre façon de faire affaire ici à Montréal, de mettre l'accent sur l'importance d'organiser les rencontres et d'autres choses avec les gens qui viennent de l'extérieur du pays. Encore une fois, pour changer la perspective de nos investisseurs et de toujours, disons, de présenter à nos investisseurs le monde. Donc, ça demande plusieurs choses et ça, c'est un processus, je pense, c'est long. Mais je suis bien content parce que quand je parle à nos gens, certainement nos gens ici à Montréal, il y a une appétit, une soif, une détermination de bâtir une organisation mondiale. Et donc, dans le fond, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, je pense que nous avons une très bonne occasion et je pense que c'est faisable de faire ça parce que nos gens, ils ont des esprits qui sont pleinement ouverts au monde. Et donc, mais c'est en tant que PDG ou avec mes collègues au comité de direction, je pense que nous avons comme je disais, nous avons une très bonne occasion. C'est un processus vraiment fascinant. Ça m'a peut-être amené à la question d'économie, parce que justement cette observation que là, vous avez à la fois à l'intérieur de votre organisation, puis la relation que vous, vos collègues ont avec plusieurs des entrepreneurs du Québec. Parlons justement de l'économie du Québec. On est tous eu une grande fierté du fait qu'on avait passé à travers la récession bien mieux que bien d'autres régions. Il y en a pas moins que depuis la post-récession, la croissance est très limitée à tout niveau, que ce soit revenu, emploi, exportation. Comment vous voyez l'état de l'économie québécoise aujourd'hui, les grands aspects auxquels on doit s'attaquer? On est tout condamné à une croissance plus lente à cause de notre démographie. Donc, je vais commencer ma réponse avec quelques commentaires sur le Canada, parce que ce n'est pas une perspective politique de ma part, c'est juste il y a un lien entre l'économie canadienne et l'économie québécoise. Mais nous avons une perspective de l'économie canadienne assez prudente. Dans le fond, nous sommes en train de baisser notre exposition au Canada. Actuellement,
notre exposition au Canada, nous avons à peu près 50-52% de nos actifs ici au Canada. Et notre objectif, il y a 2-3 ans, ce pourcentage était à peu près 58 ou 59. Donc nous avons déjà baissé notre exposition au Canada, mais nous allons continuer ce processus. Pourquoi? Parce que au Canada, selon nous, nous faisons face à pas mal de défis. Le prix d'énergie est un élément important, le prix de pétrole. Et étant donné les conditions dans le monde, nous avons encore une fois une perspective assez prudente sur le prix de pétrole d'ici 2, 3, 4 ans. Et donc, il y aura, et c'est évident maintenant, un impact sur le niveau d'investissement au Canada. Et donc, étant donné le niveau d'endettement des ménages ici au Canada, le prix de pétrole, le niveau d'investissement, et également un changement assez important dans la compétitivité de notre économie par rapport aux États-Unis et par rapport au Mexique. Je pense maintenant, c'est la raison pour laquelle, dans le fond, nous avons une perspective, comme je disais, assez prudente sur le Canada. Et donc, dans ce contexte, selon nous, c'est plus ou moins la même chose. Sur le plan macroéconomique, c'est plus ou moins la même chose ici au Québec. Évidemment, le Québec profite d'un prix de pétrole qui est très bas. Mais si étant dit, les conséquences d'une diminution du niveau d'investissement en général au pays, il y aura un impact. Et il y a un impact ici au Québec. Donc, sur le plan macroéconomique, je pense que les perspectives de croissance économique au Québec sont raisonnablement bas, probablement au-dessus de 2%, presque certainement. Donc, ça, c'est une façon de répondre à votre question sur le plan macroéconomique. Mais à plus long terme, et de façon maintenant plus structurelle, oui, il y a toutes sortes de défis, mais selon nous, le défi le plus important, ou peut-être l'enjeu qui est le plus important, ça c'est le rythme de la création des nouvelles entreprises ici au Québec. Selon nous, ça c'est une chose très importante. Et donc c'est la raison pour laquelle, sous le leadership de Christian Dubé et de Michel Boisvert, maintenant nous mettons beaucoup d'accent sur cette question. Et nous avons plusieurs moyens pour essayer de contribuer à une augmentation, à une accélération du rythme de la création des nouvelles entreprises. Et selon moi, ça c'est évidemment, ça c'est une autre façon de parler de l'enjeu de l'entrepreneuriat ici au Québec. Nous avons des occasions. Il y a une nouvelle économie québécoise. Christian est en train de travailler sur... pas de pression, Christian. Jamais. Une stratégie pour contribuer de façon plus importante à cette nouvelle économie québécoise. Parce que ça, c'est l'avenir. Donc, nous avons à la Caisse, mais également tous les Québécois, toutes les Québécoises, nous avons du travail à faire pour trouver des façons de renforcer le développement et la croissance des nouvelles entreprises québécoises, qui soulèvent toutes sortes de questions vraiment fascinantes. Pourquoi? Parce qu'au Québec, nous avons des universités de grande qualité, nous avons des entrepreneurs et nous avons une tradition d'entrepreneuriat au Québec. Également, nous avons des bassins de capital, et c'est pas mal d'autres. Donc, nous avons les 3 pôles qui sont nécessaires pour le développement d'un écosystème très fertile et capable de créer des nouvelles entreprises. Mais pour les raisons que moi je trouve difficiles de comprendre, en net, les 3 pôles, oui, ça existe, mais
nous n'avons pas encore créé le réseau ou la chimie entre ces trois pôles pour déclencher un processus plus efficace pour le développement des nouvelles entreprises. Donc, à long terme, ça c'est un défi, un enjeu très important à nos yeux. Et nous, c'est évidemment pour nous, sur le plan de notre plan d'affaires et de nos priorités, ça c'est une priorité très importante parce que selon moi, ça c'est peut-être la meilleure façon pour nous de contribuer au développement économique du Québec. Ça parce que vous avez parlé d'entrepreneurship, et effectivement, on dit beaucoup que le rythme de création d'entreprises au Québec est plus bas que dans bien d'autres régions, trop bas à certains égards. On a aussi de la difficulté à faire grandir nos entreprises en tant que telles. Donc, ce que je veux au-delà, c'est comment ces entreprises-là peuvent croître, quels sont les éléments importants qu'ils doivent prendre en considération pour que... Bonne question. Dans toutes sortes de choses. Une question, donc dans le fond, il n'est pas de façon simple de répondre à votre question, donc je reviens... Je reviens à cette question de fonctionnement ou de cet écosystème, ici, surtout ici au Montréal, mais également à Québec. Donc ça, c'est un enjeu. Deuxième question, parce que selon moi, ce n'est pas le développement de nos entreprises. Et il y a, Michel, il y a 2-3 semaines maintenant, nous avons lancé ce... 13 octobre. 13 octobre, ok, c'est ça. Donc nous avons lancé une campagne avec la Banque nationale et Desjardins, évidemment, avec la Caisse, pour contribuer à la valorisation de l'entrepreneuriat à Montréal, mais partout au Québec. Et donc, nous avons rencontré toutes sortes de jeunes entrepreneurs. Et il y a la chose que je trouve encourageante et fascinante, il y a vraiment un groupe de jeunes entrepreneurs qui sont très, très impressionnants. Les gens avec beaucoup d'imagination, beaucoup de détermination, avec toutes sortes de nouvelles idées. Nous avons, sur le leadership de Christian, nous avons récemment fait un investissement dans une société qui s'appelle Lightspeed, ici à Montréal. Mais ça, évidemment, c'est une petite entreprise, mais le leadership de cette entreprise, leur façon de penser à comment développer, et de façon mondiale. Okay? Donc, ce n'est pas juste une question de leur présence ici à Montréal. Leur ambition est de bâtir une institution mondiale, une entreprise mondiale. Et donc, un élément indispensable de ce processus, je pense, et ça c'est simple à dire, c'est pas facile à faire, et ça c'est, parmi ces jeunes entrepreneurs, il y a un niveau d'ambition qui est très encourageant et impressionnant. Parce que franchement, nous avons besoin des gens avec beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination. Parce que ça, c'est les gens, ces gens sont les architectes de l'avenir. Donc, notre rôle, je pense, est de contribuer notre capital, également contribuer notre expertise et notre réseau, qui est maintenant un réseau mondial, pour simplifier le processus de créer les liens nécessaires entre une entreprise, une jeune entreprise basée ici à Montréal, avec les gens qui travaillent aux États-Unis ou en Europe ou en Asie. Et nous avons les compétences nécessaires pour faire les liens. Et donc, ça fait partie également de notre stratégie Québec. C'est grave, j'ai l'impression que, effectivement, la Caisse a adopté une approche
excusez le terme, mais peut-être structurant dans le sens de, dans certains dossiers, qui n'est pas nécessairement du capital d'investissement, mais justement de faire bénéficier de d'autres aspects. On le voit, bon, l'annonce sur l'entrepreneuriat, l'espace CDPQ, il y a quelques mois encore, la stratégie que Christian va apporter bientôt. Très bien. Infra CDPQ qui est plus large que juste au Québec, mais quand même, il y a comme une nouvelle, il y a des initiatives qui sont différentes, une nouvelle façon, dans le fond, de travailler. Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que ça me donne une occasion précieuse. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce que je vais dire? Franchement, je suis un peu frustré. Et pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, nous avons augmenté de façon assez importante notre niveau d'investissement ici au Québec. Maintenant, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près 60 milliards. Donc, chiffre important. Mais selon moi, franchement, et j'exagère un peu, mais who cares? Who cares? I don't care. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le niveau de notre investissement qui compte. C'est l'impact de nos investissements qui compte. Donc, nous avons, par exemple, je ne sais pas, un portefeuille de 25 ou quelque chose milliards d'obligations du Québec. OK, bon. 25 milliards d'obligations du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui contribue au développement du Québec, personnellement? La création de la caisse, c'est important pour avoir... Oui, mais il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Mais, donc, OK, je comprends, peut-être... Mais on est 50 ans plus tard, oui. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un investissement structurant? Est-ce que ça, c'est un investissement qui change quelque chose? Moi, personnellement, non. Donc, c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, nous mettons l'accent sur, oui, des activités structurantes et les investissements structurants. Un autre exemple, nous sommes en train, sous le leadership de Mackie Tall, le responsable de notre portefeuille infrastructure, nous sommes en train d'analyser, et nous avons pas mal de travail à faire, d'analyser la possibilité de prendre en charge de 2 projets de transport en commun ici à Montréal. Donc, il faut que ces 2 projets génèrent un rendement raisonnable, un rendement commercial. Mais si nous décidons de prendre le leadership de ces 2 projets, ça c'est une façon de contribuer au développement économique. Pourquoi? Parce que les infrastructures contribuent de façon très importante à l'amélioration de notre productivité. Donc ça c'est un autre exemple. L'investissement par exemple dans une société comme Lightspeed, ça c'est un autre exemple. Pourquoi c'est important? Parce que avec un tel investissement qui est pas mal visible à tous les jeunes entrepreneurs qui travaillent dans ce secteur, cet investissement communique l'intérêt de la Caisse de faire un tel investissement dans toutes sortes de petites entreprises, mais des entreprises qui sont très entrepreneuriales. Donc, ça c'est une autre façon de contribuer de façon structurante au développement économique du Québec. Donc, selon nous, et franchement, un de nos défis, parce que avec les médias, la seule conversation, combien avez-vous investi au Québec? Oh, 60 millions. Oh, c'est bon, 60 millions, c'est vraiment bon. Félicitations, c'est formidable. Mais pourquoi 60 milliards est formidable? 60 milliards est formidable juste parce que 60 milliards, c'est 60 milliards. Mais, donc pour nous, le défi, et c'est un défi, et de trouver une façon de changer la nature de cette conversation ici au Québec et de remplacer le mot « combien » avec le mot « quel impact ». Comment contribuer? Parce que ça, c'est la meilleure utilisation de nos ressources
et également de notre expertise. Donc, nous avons devant nous maintenant un défi assez substantiel pour forcer un changement ou encourager un changement de cette conversation. Avec le défi ensuite, malheureusement, de savoir comment on réussit à mesurer ces impacts-là, je suis d'accord que ce qui est important, c'est les résultats. Je suis d'accord avec ça. C'est pas facile. Et dans le monde actuel, tout le monde cherche, franchement, les réponses simples aux questions complexes. Et donc, what's the scorecard? 60 milliards, ça c'est simple. Tick the box. Mais impact, amélioration de productivité, développement des nouvelles entreprises, infrastructure, des complexes réponses aux questions complexes. C'est plus difficile. Un dernier petit bloc, peut-être avant de passer à la salle. Michael Sabia, peut-être plus l'individu. Notamment à la caisse, mais vous pouvez aussi piger dans vos autres expériences de direction d'entreprise. Quels ont été, dans le fond, les principaux défis dans vos fonctions? Puis, insistons peut-être davantage là, sur le dernier 6 ans. On a parlé évidemment des défis de la caisse, mais vous, en tant que diriger une organisation comme la caisse, avec toute la complexité que ça représente? Bon, je pense que nous avons déjà discuté de la majorité de mes défis. Mais en résumé, je pense, juste pour résumer, selon moi, et je pense que c'est la même chose pour les PDG de toute organisation. Et ça, c'est la question de le développement d'une culture gagnante, une culture bien structurée. Parce que, selon moi, le mot culture, ce n'est pas un mot, comme je dis toujours, et malheureusement, je le dis en anglais, mais it's not about sitting around the campfire singing Kumbaya. Ce n'est pas la culture. La culture, c'est notre façon de faire des choses. La culture est quelque chose qui est dur, pas doux. Pas douce. Donc, it's hard, not soft. Et donc, comme je disais, c'est notre façon de faire affaire. Donc, pour un PDG, je pense que ça c'est, dans le fond, c'est ma responsabilité la plus importante parce que la culture d'une organisation, ça c'est quelque chose qui dure, qui reste. Et si je peux dire une chose, je pense que quand je considère l'histoire de notre organisation, quand je fais des contrastes, des analyses entre la Caisse et, disons, nos pères canadiens, quand même nos pères qui viennent de Singapour ou n'importe où dans le monde, je pense qu'à la Caisse, à cause de toutes sortes de facteurs, toutes sortes de choses, la Caisse, nous avons vécu une histoire de beaucoup de changements, beaucoup de virages. Et ce n'est pas la bonne façon, selon moi, de bâtir une société d'investissement. Une société d'investissement a besoin d'une culture qui est forte, qui est assez stable, qui renforce la qualité de la prise de décision d'investissement. Et donc, dans un environnement où la culture est constamment en évolution, pas en évolution parce que toutes les cultures sont en évolution, mais avec toutes sortes de virages, ça crée un environnement instable, qui n'est pas la bonne façon, selon moi, de bâtir une société d'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je mets beaucoup d'accent sur la question de la définition, le développement de notre culture, pour stabiliser des choses et pour créer un environnement plus stable pour nos gens de faire leur travail, qui est un travail très difficile. Le monde d'investissement, c'est vraiment difficile, c'est vraiment exigeant. Et surtout maintenant.
parce que nous, maintenant, dans une période où le niveau de rendement, selon moi, sera beaucoup plus bas. Après la crise financière, c'était vraiment, je pense, une parodie, certain sens, avec le rendement qui était, et pour tout le monde, très élevé, mais pour toutes sortes de raisons, maintenant, je pense que le niveau du rendement sera beaucoup plus bas. Donc, c'est pas facile d'agir dans un tel environnement. Et donc, VNM, je me répète, mais ça, c'est la raison pour laquelle, selon moi, le culture est très important. On va remonter plus loin dans le temps. J'ai dit au départ, vous avez une formation en économie et en politique. Vous êtes peut-être certainement pour plusieurs un exemple de réussite dans le secteur de la finance pour un économiste. Mais mon point, c'est voir cette... Parce qu'on est à l'ASDEC, il y a des économistes de tout âge, des plus jeunes, et particulièrement pour des gens qui joignent à cette profession-là. C'est quoi dans le fond, les avantages que vous avez pu voir dans votre carrière d'être économiste, à la limite les défauts, parce qu'on va en parler beaucoup de culture, c'est pas quelque chose qui est enseigné tellement dans les cours d'économie, la culture, même si c'est dans certains cas, effectivement, on dit que c'est ça, c'est probablement quelque chose qui est très, très, effectivement, comme vous avez mentionné, hard dans les résultats. Mais qu'est-ce que ça vous a peut-être apporté, les leçons que vous en tirez, ou les leçons à partager, dans le fond, avec... Oui, selon moi, la formation, selon moi, c'est une très, selon moi, une très bonne formation. Pourquoi? Parce que cette formation nous donne une façon structurée, bien ordonnée, pour comprendre le monde. Il y a les outils disponibles à un économiste sont des outils puissants. Donc, et cette structure, cet élément, cette question d'une façon disciplinée, une façon structurée, comprendre le monde, je pense que ça, c'est une chose très importante. Mais ceci étant dit, il y a, selon moi, également les enjeux, parce que parfois, une analyse économique, selon moi, c'est juste une moyenne, c'est juste un outil. Ce n'est pas un objectif. Et parfois, je rencontre les économistes qui ont pas mal de difficultés de comprendre la différence entre une moyenne, un outil et un objectif. Parce que ce n'est pas la même chose. Et selon moi, et un principe de ma vie, on ne peut pas, dans nos vies professionnelles, on ne peut pas juste agir de façon... Nous sommes responsables pour une tâche, pour faire quelque chose. Il faut que nous soyons responsables pour les résultats. Il faut penser, selon moi, en termes toujours résultat, résultat, objectif, objectif. Et pas, OK, j'ai fait mon analyse, j'ai passé mon analyse économique à quelqu'un d'autre, c'est fait. Donc, et je pense, parfois, comme je disais, je rencontre les économistes qui pensent que « Ah, j'ai fait une très, très bonne analyse. Wow. Donc, mon travail, c'est fait. » Non, votre travail vient de commencer. Votre travail vient de commencer. Donc, selon moi, il faut éviter une situation où, et franchement, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la façon dans laquelle les universités fonctionnent à cet égard, parce qu'il met beaucoup, beaucoup d'accent sur la qualité d'une analyse, qui, oui, évidemment, est importante, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça. Et il faut accepter, comme je disais, je me répète, mais il faut accepter la responsabilité pour le résultat. Et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Sauf les prévisionnistes qui doivent tout le temps défendre pourquoi ils sont en partie trompés. Mais peut-être il nous reste une dizaine de minutes, peut-être prendre quelques questions de la salle sur des items. Je sais qu'il y a un micro, je suis certain qu'il y a des points qui n'ont pas été soulevés, qui peuvent vous intéresser. Il ne faut surtout pas se gêner. Peut-être juste vous présenter brièvement, puis
C'est votre question, Michael. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Audrey Azoulay, je travaille pour le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui est une nouvelle organisation qui est en train de se placer, et je crée également une nouvelle agence économique qui s'appelle ILO Pertinerie, et qui se situe entre l'analyse économique et la communication corporative. Alors vous avez parlé, M. Savia, de l'importance de la création de nouvelles entreprises, et effectivement, en cette période de grands changements économiques, technologiques, pour renouveler l'économie, c'est évidemment primordial. Et puis vous avez également parlé d'une réflexion qui est en cours sur la nouvelle économie. Qu'est-ce que la nouvelle économie au Québec et puis évidemment dans le monde? Alors, étant donné d'où je viens, vous comprenez que je m'intéresse aussi beaucoup aux entreprises existantes, y compris les entreprises qui sont dans les secteurs les plus traditionnels et qui doivent être transférées à un moment ou à un autre, là, puisque une entreprise se vend, un dirigeant part en retraite, etc. Et en fait, finalement, c'est toute l'économie qui doit évoluer, c'est du commerce de détail, ou même les entreprises les plus technologiques. Enfin, c'est vraiment c'est un enjeu qui finalement concerne tous les secteurs. Je me demande si dans votre réflexion sur la nouvelle économie, vous vous interrogez également sur, vous intégrez également la question du transfert des entreprises existantes. Tout à fait. Oui. Parce que, évidemment, si on voulait tout refaire à zéro, on ne peut pas tout raser et puis tout recommencer dans une économie. Donc c'est une question fondamentale. Ça implique la croissance des entreprises, la valorisation de leurs actifs, leur capacité d'investir. Enfin, c'est une perspective de long terme pour pouvoir bien faire ça. Puis ça me semble être un maillon essentiel au dynamisme entrepreneurial. Donc je me demandais si dans cette vision de la nouvelle économie, le transfert des entreprises existantes, dans toute leur valorisation et dans toute l'opportunité qui pourrait être celle du transfert pour faire croître l'entreprise, fait partie de votre réflexion. Oui, oui, absolument, tout à fait. Vous avez soulevé une question très importante. Toute la question du transfert des sociétés, ça c'est une question très importante. Et ça existe évidemment plusieurs stades de développement de chacune des sociétés. Par exemple, une de nos préoccupations, et maintenant je parle des jeunes entreprises, mais il y a, encore une fois, et nous sommes juste en train d'analyser cette question, mais apparemment, au Québec, nous avons évidemment des sociétés en démarrage, et donc un certain pourcentage de ces sociétés vont passer à un autre stade de développement, mais nous avons un problème. Nous pensons que nous avons un problème, par exemple, après plusieurs années de développement, une nouvelle société cherche un financement, disons, une round B, round C. Il y a une tendance des investisseurs qui viennent dans le fonds de Californie, de venir ici, d'offrir un investissement très important, mais de demander à cette société de déménager en Californie. Donc, nous avons un enjeu à ce stade de développement, et donc, ça c'est un enjeu, mais également, nous avons toute une génération, par exemple, d'entrepreneurs au Québec actuellement, qui ne sont pas très loin de prendre leur retraite. Et donc, ils cherchent des occasions de transférer leurs entreprises. Et encore une fois, une de nos préoccupations, la Banque nationale a fait un peu de travail sur ce sujet, mais également Christian et son équipe est en train de travailler sur cette question. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Comment participer à ce processus de transfert pour augmenter la gamme des options disponibles à un fondateur qui cherche une occasion de monétiser son investissement. Parce qu'encore une fois, il y a une tendance de vendre ces sociétés aux gens qui viennent de l'extérieur du Québec et de l'extérieur du Canada. Donc, nous sommes en train maintenant de réfléchir à cette question et de trouver des moyens que la Caisse pourrait adopter
pour mieux positionner la Caisse comme un entrepreneur dans ce processus. C'est intéressant dans votre type de réponse aussi, c'est qu'on pense souvent effectivement au transfert, parce qu'avec l'âge de plusieurs des entrepreneurs du Québec, le passage dans le fond à une nouvelle structure de propriété, des nouveaux dirigeants, il y a aussi pendant la croissance d'une entreprise de transférer des responsabilités et souvent c'est un élément clé de la croissance. C'est pas nécessairement la même personne qui est capable d'amener l'organisation aux étapes suivantes, particulièrement dans la nouvelle économie. Une autre question? Bonjour, Jean-François Landry, économiste. Vous avez parlé d'innovation dans vos investissements à la Caisse de dépôt. Je me demandais si vous avez évalué la possibilité de faire un peu comme ce qui se fait aux États-Unis au niveau des Social Impact Bonds, les investissements Social Impact Bonds, des investissements qui sont faits dans, par exemple, des preschools aux États-Unis où le gouvernement donne un montant, un retour sur investissement au fond pour, par exemple, si on sauve des enfants qui n'ont pas besoin d'éducation spécialisée plus tard dans leur développement. Oui. Deux façons de répondre à votre question. Ma réponse directe à la question de Impact Bonds, non, pas vraiment pour l'instant. Ce n'est pas une priorité actuelle, mais ça c'est juste à cause du fait que nous avons d'autres choses avant de passer à une telle question. Donc, dans l'avenir, oui, je pense que nous allons analyser les occasions qui existent dans ce domaine, mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité numéro 1 pour être direct avec vous. Mais de façon plus générale, une de mes préoccupations, je pense que nous mettons à la Caisse, il faut que nous mettions plus d'accent sur toutes les questions de développement durable, de notre impact, l'impact social de nos investissements. Donc il y a, jusqu'à date, franchement, nous n'avons mis, je pense, suffisamment d'accent sur ces questions. Et donc nous avons du travail à faire pour mieux positionner nos stratégies d'investissement et franchement nos politiques d'investissement dans ce domaine. Donc, merci, je vais laisser ma tête. Monsieur Sévia, Monsieur Denis, je vous remercie beaucoup pour cette très intéressante présentation de ce matin. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. J'en profite pour vous inviter à notre prochain colloque annuel sur la conjoncture économique le 27 novembre prochain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.